Ancienne sportive de haut niveau en squash, elle a frôlé le top 50 mondial et s'est imposée comme l'une des meilleures joueuses françaises. Chloé Messic partage avec nous son incroyable parcours sur hors norme, écho de l'excellence sportive. Vers ce drapeau tricolore. Oh là là, la chute! Oh la chute terrible! Oh là 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 là! Qui a mis au tapis tout un peloton! Et la nouvelle championne du monde de la plata! Oui! Oh non! Il l'a fait! Toute l'équipe de France! Thibaut, il va aller chercher cette victoire! Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier! Et bien voilà, ça y est, c'est fait! Allez mon grand! Allez mon grand! Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et démarre, oh là là, j'ai une chute! Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet! Oh, c'est terrible! Bonjour Chloé, bienvenue sur Hors Norme. Merci pour l'interview. Avec plaisir, merci, enchantée. On va parler de ta carrière d'ancienne sportive de haut niveau. Alors toi, tu étais dans le squash. Tout à fait. Tu vas nous parler de ton parcours, Avec plaisir. de ta carrière et tu vas te présenter. Oui. Alors, effectivement, j'ai commencé assez jeune dans le squash et vu que c'est un sport assez attractif, j'y ai très vite pris goût. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le sport et le squash un peu par hasard. Et j'ai tout de suite pris goût parce que c'est assez ludique. Et donc, j'ai rapidement fait de plus en plus d'heures au travers des semaines et rapidement de la compétition. Et ça m'a vraiment plu au point que j'ai déjà pu voyager assez jeune avant d'être majeure. Et j'ai pu poursuivre après, pendant plusieurs années, à voyager toujours plus loin pour découvrir toujours plus d'adversaires et même de pays. Alors du coup, comment t'as découvert le squash ? Alors c'est une histoire un peu rigolote. Ma mère, par exemple, avait déjà pu avoir joué occasionnellement au squash et m'avait un peu encouragée à essayer, aussi parce qu'il y avait une proximité à la maison qui l'arrangeait bien. Et donc il s'avère que à ce moment-là, donc un peu avant mes 10 ans, j'avais une préférence pour l'escalade, puisque ça faisait partie, le squash aussi, des sports proposés par la mairie. Et la petite anecdote rigolote finalement, c'est que ma mère est arrivée un petit peu tard aux inscriptions et ils ont énormément de succès pour tous les sports proposés par la mairie. Il n'y avait plus de place à l'escalade, mais par contre, ils nous accueillaient avec les bras ouverts pour le squash. Et donc elle a dit, mais c'est génial, j'en ai déjà fait, tu devrais essayer, tu as fait un peu de tennis avant, ça va être sympa. Et j'étais moyennement enchantée et pour autant, après quelques heures seulement, j'ai accroché énormément. Et c'est bien sûr aussi grâce à la dynamique du club et aux gens là-bas, bénévoles, qui ont vraiment tout fait pour que ça me plaise beaucoup. Trop bien. Du coup, t'es arrivée rapidement en compétition ou ça a pris quand même un petit peu de temps avant que tu te lances en compète ? Non, c'est vrai que ça allait assez vite puisque, pareil, ça vient de la dynamique de l'association et des gens qui étaient présents dans cette association et qui avaient déjà des jeunes motivés, talentueux, qui faisaient déjà de la compétition. Donc, c'était assez facile de m'intégrer dans le groupe et ils pouvaient du coup m'emmener assez rapidement sur quelques compétitions nationales. Et je dirais que dès la deuxième année, j'ai tranquillement suivi le groupe d'amis aussi. Et du coup, j'ai vraiment pris goût aux compétitions et à ces week-ends entre jeunes et les résultats sont venus assez rapidement. Donc, je dirais que déjà autour de 12 ans, je faisais déjà quelques voyages en France et quelques compétitions qui m'ont donné envie de poursuivre. À quel moment tu as vraiment été inscrite comme sportive de haut niveau ? Alors après, ça dépend comment on voit le statut de sportif de haut niveau, mais je suis rentrée quand même assez tôt sur les listes ministérielles qui sont une façon de définir un petit peu les sportifs de haut niveau, qui est d'ailleurs avec plusieurs classes de niveau. Ça aide beaucoup parce que je suis restée beaucoup d'années sur ces listes avec pendant pas mal d'années un statut un peu élevé qui m'aidait quand même à avoir accès à quelques subventions ou au niveau plus tard des études, c'était aussi un avantage. Mais j'ai dû atteindre ces listes un petit peu avant d'être majeure. Donc je dirais autour des 16 ans peut-être, mais bon, j'ai pas forcément l'année précise en tête. Et avant ça, j'ai commencé à faire les circuits européens jeunes qui correspondent déjà à un bon niveau à 14 ans. Donc c'était assez jeune. Ouais, c'est clair. Et donc là, je pouvais déjà voyager en dehors des frontières de la France et me confronter à pas mal d'autres jeunes de d'autres pays. Et ça donnait tout de suite une autre dimension et envie d'aller plus loin. Donc j'ai commencé... oui, au moins à 14 ans, peut-être même les premiers à 13 si je me souviens bien, puisque j'ai eu déjà des podiums en U-15, donc under 15, donc dans la catégorie moins de 15 ans. Et donc pour toi, le sport, c'était ancré toute petite. Tu t'imaginais devenir un jour sportif de haut niveau ou alors pas du tout ? Ouais, pas du tout finalement, c'est vraiment de fil en aiguille et sûrement particulièrement parce que le squash me plaisait beaucoup et que ça s'est fait assez naturellement. Avant le squash, j'avais fait quelques sports, mais sans me démarquer particulièrement des jeunes de mon âge.
J'avais essayé un peu la danse, j'aimais pas du tout. J'aimais bien l'équitation, ceci dit, que j'ai dû arrêter plus tard parce que je pouvais pas tout faire et qu'en plus c'était un petit peu risqué plus je montais en niveau en squash. Et comme je disais, j'avais fait un peu de tennis, là j'aimais pas trop, mais encore une fois c'était plus lié à la dynamique du moment et du club qu'au sport lui-même. Donc finalement ça tient à rien. Et du coup, le squash, donc, c'est une discipline connue sans l'être. On voit souvent donc, des terrains de squash où des gens font ça plus niveau amateur. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le squash, c'est pas une discipline très reconnue et très connue et pourquoi aussi c'est pas une discipline olympique? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est compliqué, hein. J'aurais pas forcément de réponse sur ces questions-là, mais effectivement en France en tout cas, c'est pas un sport qui est très connu, surtout parce qu'il n'est pas très médiatique. Je pense que ça va ensemble. C'est sûr. Peut-être parce que c'est un sport finalement assez récent. La Fédération française de squash a un peu plus de 30 ans d'existence, ce qui est très jeune pour un sport. Avant, on était raccroché à la Fédération de tennis. Et même sans ça, c'est un sport qui est quand même pas si ancien et qui vient de l'Angleterre. Donc je pense que l'histoire aide pas, puisque les sports médiatiques sont souvent plus anciens et ont pu déjà intégrer des grands événements comme les JO. C'est très dur, hein, on le sait tous, de rentrer des nouveaux sports depuis déjà pas mal d'années. On a candidaté de très nombreuses fois le squash, et je faisais d'ailleurs partie dans ces années-là des différentes équipes créées par la fédération au cas où on rentre dans certaines Olympiades, et donc j'avais fait partie des équipes France 2008, 2012, etc. Et finalement, on est rentré, ce qui est chouette. En tout cas, on sera présent pour les prochains Jeux de Los Angeles. Ouais, Donc 2028. voilà, c'est ça, Ouais. 2028. Donc c'est pas tout de suite, c'est pas pour moi non plus. Mais par contre, c'est super chouette pour le squash et je pense que ça peut aider vraiment sur la renommée du squash, la médiatisation et l'essor du coup du squash, qui pour le coup est pas effectivement très développé en France. Par contre, dans certains pays, c'est beaucoup plus connu. Ça passe aussi beaucoup plus dans les médias. Donc c'est quand même une force pour le squash qui, d'un point de vue mondial, se porte pas si mal. Donc du coup, tu nous disais que tu étais super jeune. Tu as quitté le nid familial, tu as été en pôle France ou tu es restée quand même à la maison et tu faisais tes entraînements, école, entraînement, école? Oui, alors sur toutes ces années, finalement, j'ai fait pas mal de configurations différentes. J'ai commencé effectivement à la maison quand j'étais jeune, hein, à l'âge de 10 ans, et jusqu'aux années lycée. Donc là, je n'avais pas d'adaptation ou d'aménagement particulier et je suivais une scolarité standard et je m'entraînais quand même pas mal, donc peut-être pas tous les soirs, mais pas loin. Donc à Bourges, c'était très chouette. Et après, effectivement, j'ai décidé de moi-même d'intégrer un pôle France Jeune qui était au Mans à l'époque. Et donc j'ai pu intégrer ça dès ma première année de lycée. Et j'ai fait ça pendant toutes les années lycée. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup apporté. Et là, il y avait un aménagement qui permettait vraiment d'avoir une grosse intensité d'entraînement et une belle qualité d'entraînement avec un regroupement aussi des meilleurs jeunes de l'époque. Donc c'était vraiment propice à la progression et c'était, je pense, nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà envie d'aller vraiment Plus loin. vers le haut niveau et plus loin. Donc c'était quand même nécessaire pour progresser parce que chaque année compte, voire même plus chaque jour peut-être. Enfin, en tout cas, chaque entraînement a son importance. Donc ces années-là, pour moi, ont vraiment permis de passer un cap et d'avoir vraiment des résultats au niveau européen ou international qui commençaient à faire sens. Donc c'était un choix vraiment personnel, hein. La famille n'a pas du tout poussé, au contraire, trouvait peut-être que c'était un peu tôt. Et donc j'ai effectivement quitté le nid familial autour de 15 ans à peine. Et puis après j'ai poursuivi sur des études sup. Voilà. Tu as fait quoi comme études sup? Donc après le bac, du coup, j'ai intégré l'INSA Lyon. Donc ça aussi c'est chouette, c'est un choix qui est motivé aussi par le sport de haut niveau, puisque du coup j'avais envie quand même de poursuivre des études dans le domaine scientifique et j'étais déjà attirée par l'ingénierie. Et donc je regardais plutôt les écoles dans ce domaine-là. Et rapidement, juste en mettant ne serait-ce que des filtres à l'époque sur la plateforme qui devait être l'équivalent de Parcoursup, ou voilà, j'avais tout de suite vu que l'INSA Lyon correspondait bien à mes critères parce qu'ils ont aussi un aménagement très correct et qualitatif pour les sportifs de haut niveau. Donc tous les INSA, de ce que je connais, le proposent plus ou moins, mais l'INSA Lyon est particulièrement, étant aussi la plus grosse INSA, est particulièrement adaptée pour les sportifs de haut niveau et les études sont très bien également. Donc mon choix s'est vraiment porté sur cette école en premier et j'ai eu la chance d'être prise et donc j'ai fait mes études d'ingénieur là-bas avec un aménagement qui me permettait du coup d'être diplômée en 7 ans puisque c'est un petit peu étalé, mais c'est quand même très intense malgré tout. Donc au lieu d'avoir, c'est un équivalent bien sûr de bac plus 5 mais avec 2 ans supplémentaires pour aller au bout de ces études exigeantes. Et donc après ces études, tu poursuivais ta carrière, tu as
continuer à poursuivre ta carrière après tes études? Oui, tout à fait. Alors ça aussi, c'était un choix que j'avais fait assez tôt, hein, bien avant d'être diplômée. J'avais vraiment envie de voir la différence avec les contraintes que je pouvais avoir pendant toutes ces années d'études et donc la carrière sportive professionnelle en parallèle, parce que sur ces dernières années, j'étais tout à fait sur le circuit pro avec un certain revenu et donc on va dire un statut pro. Mais je voulais vraiment voir avec plus de temps pour moi si ça pouvait faire une différence et me laisser au moins 2 ans pour aller au bout de la carrière pro et voir jusqu'où je pouvais aller. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, donc à peu près 2 ans à la suite de mon diplôme pour finir cette carrière professionnelle, qui se sont bien passées, qui étaient effectivement des années différentes des précédentes et très agréables aussi, avec moins de contraintes, donc un choix aussi plus souple au niveau des tournois, etc. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié ces 2 dernières années. Et après, j'ai décidé de moi-même, mais c'était finalement prévu depuis longtemps, de revenir dans un plan de carrière plus standard, de travailler en tant qu'ingénieur, parce que ça aussi, ça me plaît beaucoup. Et voilà, j'avais envie quand même de pas laisser trop le temps passer entre la fin de mes études et un début de carrière d'ingénieur donc scientifique où les technologies avançant vite, c'est quand même bien de ne pas trop perdre pied non plus. Et donc du coup, tu nous parles de ta carrière. Quel est ton palmarès? Alors, on peut le résumer avec peut-être plusieurs faits marquants. Du coup, déjà, les moments qui me reviennent souvent, c'est les championnats par équipe de France, parce que c'est quand même vraiment des moments marquants, parce qu'on joue pour la France, on joue en équipe. Donc ça, c'est souvent un peu le Graal pour tous les sportifs. En tout cas, dans le squash, c'est vraiment souvent un objectif dès nos plus jeunes années. Donc ma première sélection, c'était en moins de 17 ans. Je devais avoir à peine 16 ans, je pense. Et c'est vrai que j'en ai encore des très très bons souvenirs. Mes premiers championnats d'Europe étaient à Lyon. Et ouais, j'en ai des très très bons souvenirs. Pourtant, c'est vrai que ça date pas mal. Et le clin d'œil, c'est quand même que plus tard, c'est la ville où j'ai fait mes études. Et je me souviens encore tout à fait du cours Vitry qu'ils avaient monté dans un hall qui se retrouve finalement dans un lieu qui a été très familier après pendant toutes mes années à Lyon d'études. Donc ça, c'était déjà un fort moment. Et donc, on a fait vice-champion d'Europe, donc c'était excellent. Et dans le reste des années jeunes, j'ai été plusieurs fois sélectionnée en équipe de France pour ces championnats d'Europe, qui sont quand même un rendez-vous assez incontournable. Et on a effectivement renouvelé la place de vice-champion d'Europe. Donc c'était quand même beaucoup de très bons moments. Et on était effectivement toujours en échec ou derrière les Anglais, qui sont quand même une très bonne nation. Et sur toutes ces années juniors, voilà, on a échoué sur eux en finale, mais c'était quand même déjà des très bons résultats. Et après, j'ai été prise plusieurs fois en équipe de France senior. On a aussi eu ce même titre de vice-championne d'Europe. Donc là, par contre, c'est une équipe de France féminine par rapport en junior où c'est mixte. Et le plus beau résultat en équipe de France pour moi, c'était la 3e place au championnat du monde en 2016, qui a eu lieu à Paris en plus, donc devant notre public, dans un très beau lieu. Et donc ça, c'était vraiment magique. Et donc, c'est pas si vieux. Et là, c'était vraiment un autre niveau, un autre événement et encore des souvenirs plus forts. Et puis, bon, en senior, c'est encore autre chose. Et après, dans un titre personnel, il y a eu plusieurs tournois marquants. J'ai fait quelques finales en PSA. La PSA, c'est Professional Squash Association, donc c'est le tournoi professionnel du squash mondial, qui est donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est un peu l'équivalent de l'ATP. C'est quoi l'ATP? Au tennis. Ah d'accord, ouais, oui, ok. Ah oui, le j'ai rien à circuit voir, j'étais pas. professionnel Ok. de tennis. Et je trouve que, je connais pas bien le tennis et ce fonctionnement de leur ligue, de l'ATP, mais en tout cas, je pense que ça doit un petit peu se rattacher, ouais. Ça doit se ressembler, ouais. Mais bon, pour nous, c'est la PSA, et donc j'ai eu la chance de faire énormément de compétitions au travers de plus de 17 années, si je ne me trompe pas, en étant membre de cette association finalement, du circuit pro. Et là, j'ai atteint plusieurs finales. J'en ai pas une qui me revient plus que les autres. Ce qui m'a permis au final d'être très près du top 50, mais pas d'y rentrer. Donc mon meilleur classement autour des années 2016, justement, c'était 56 mondial. Ah oui. Voilà. Ah donc, oui. Bien. Donc c'est des bons souvenirs aussi, mais là, ça mesure plus la régularité des compétitions au travers des années. Et en France, t'étais comment ? Alors en France, j'ai dû varier entre la 3e place et la 5e peut-être. Ah ouais. Enfin, ça dépend de quelles années on regarde. Oui, mais on va dire qu'au mieux, j'ai dû être 3e. Punaise. Et il y a beaucoup de femmes qui jouent au squash. Il y a beaucoup d'équipes féminines en France qui jouent au squash. Alors, j'ai pas le nombre des licenciées, ne serait-ce que féminines, mais
Bon, après, tout ça, c'est subjectif. Il y a quand même moins de femmes que d'hommes. Oui. Bon, après, ce qui était intéressant rapidement, même dans les années juniors, pour moi, c'était quand même de mesurer aussi aux autres pays, pas qu'en France. Donc, il y a un bon niveau, hein, les championnats de France élite qui ont lieu tous les ans ou qui rassemblent les 16 meilleures joueuses françaises. Et évidemment, la même chose pour les hommes, est très relevé. Donc, bon, là, il y a clairement du haut niveau dans ce championnat, mais finalement, on l'évalue sur 16 personnes. Est-ce que la densité est énorme? Je ne saurais pas dire. En tout cas, elle est beaucoup moins importante que dans des pays comme l'Égypte, qui sont maintenant, je pense, toujours la meilleure nation du squash, aussi bien hommes que femmes, et qui ont une densité qui n'est pas du tout comparable et qui ont des niveaux comme on peut avoir sur les 16 premières joueuses, sur plusieurs centaines de personnes, je pense, même côté féminin. Ok, d'accord. Ah Donc ouais. voilà, on est quand même sur peut-être un profil en France, en tout cas, assez élitiste. On a beaucoup de très bons joueurs, enfin on a des très bons joueurs, pardon, aussi bien hommes que femmes. Donc on a des très bons résultats d'équipe de France. Après, en termes de quantité, de masse, on a quand même aussi beaucoup de joueurs loisirs. Et donc voilà. D'accord, ok. Et en termes de préparation, du coup, étant donné que tu as commencé très jeune, j'imagine que ta préparation a évolué, etc. Mais pour toi, en termes de haut niveau, quelle était cette préparation? Est-ce que tu avais de la muscu? Est-ce que tu avais un suivi psychologique? Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi une journée lambda pour toi? Oui, ouais. Bah, ça a pas mal évolué au fur et à mesure des années. Alors déjà parce qu'il y a peut-être des choses qui se mettent en place de façon plus professionnelle et donc c'était sûrement plus abouti en fin de carrière que quand j'étais jeune. Et il y a aussi les contraintes qu'il pouvait y avoir à côté, soit d'encadrement au tout début, peut-être en étant un peu plus limité à Bourges, et puis après de temps, avec les études en parallèle pendant une grosse partie de la carrière. Mais globalement, donc j'ai commencé, on va dire, assez simplement avec beaucoup de spécifiques, donc des entraînements surtout squash. Même si sur ce terrain de squash, on peut faire du physique avec ce qu'on appelle par exemple le ghosting, qui correspond à des déplacements dans le vide, qui permettent de travailler à la fois la technique et le physique. Donc c'est assez efficace et complet comme méthode d'entraînement. Donc ça, je l'ai fait très jeune parce que c'est un des moyens pour progresser incontournable. Donc ça, c'est des choses assez basiques finalement que j'ai fait dès le début et que j'ai poursuivi pendant toute la carrière. Donc associer des sessions de raquettes techniques pures avec plutôt des gammes, des choses très techniques, du jeu, de la stratégie et puis du ghosting pour allier le physique à la technique. Et rapidement, hein, dès les années, dès mes 13-14 ans, j'ai eu en complément, donc c'était dès le début quasiment, ouais, c'est clair. en complément de la préparation physique pure, et qui est souvent, qui dès ces années-là jusqu'à la fin, avec différents équilibres, était un mix de pas mal de prépa physique, donc de la muscu effectivement. Moins dans les années jeunes, il fallait quand même faire un peu attention à pas trop charger pour la croissance et autres, mais avec effectivement de la muscu, du fractionné, et donc pas mal d'exercices sur piste, sur stade, voire sur vélo, des choses qui sont assez équilibrées et qui venaient déjà de gens qui maîtrisaient bien la prépa physique, et donc j'avais déjà des programmes dès mes 14 ans, ça je m'en souviens bien, notamment l'été, parce que quand je voyais pas mal d'amis ou même la famille en vacances, et que moi j'avais au moins une séance par jour à faire en autonomie, avec mes petits beepers, mes petites montres et puis mes petits plots. Et je me souviens très bien que ça a duré tous les étés de mes 14 ans jusqu'à la fin. Ouais. Et justement, ça, ce côté un peu décalé, être un peu, ne pas être dans les clous, ne pas être dans la norme, tu l'as vécu comment, toi, dans ta jeunesse, dans ton adolescence? Bah, bien, parce que sinon j'aurais arrêté, vu que c'était absolument entièrement un souhait personnel et j'ai jamais été poussée pour faire ce que je faisais. Donc j'avais vraiment une motivation pour après aller performer sur les tournois, etc. Il y a forcément des moments difficiles, hein. Typiquement, ces prépas physiques d'été, là, quand tout le monde est en vacances à la piscine et que moi je me décalais en plus en termes d'horaire, parce que souvent il faisait très chaud. Donc je me levais tôt ou je le faisais tard le soir, donc ça faisait des contraintes sur les repas, etc. Donc effectivement, on sent qu'on est très décalé et là, ça peut être un peu pesant. Mais c'est resté assez occasionnel en fait, ces moments où j'avais moins envie d'y aller. Et malgré tout, j'ai quasiment jamais raté de séance, donc il y avait quand même déjà, alors que finalement c'est moi qui m'imposais cette rigueur en fait, ouais. Mais j'y tenais beaucoup et donc je l'ai quand même vraiment bien suivi et je pense que c'est un peu la clé de la réussite, parce que si déjà quand on est jeune, on se permet de rater pas mal d'entraînements qui quand même ont été travaillés par quelqu'un et réfléchis, on n'est pas forcément sur la bonne voie pour durer dans la performance et dans le temps. Donc c'était plutôt un bon signe finalement, et ça s'est quand même très bien passé. Et vu que les préparations sont toujours bien réfléchies, en fait, il y a vraiment un enchaînement logique des séances, et le fait d'en rater une peut vraiment perturber la logique et donc l'effet désiré.
Donc je pense que c'est bien d'être rigoureux là-dessus et de façon générale, je pense que les sportifs de haut niveau Ouais. ont un peu ce caractère-là. Donc ça m'a pas particulièrement dérangée. Même plus tard, j'avais des décalages évidemment avec pendant les années étudiantes où j'avais aussi une rigueur évidemment de par l'entraînement, de par le temps que ça prenait, mais de par la récupération que ça imposait et le manque de temps que j'avais du coup pour étudier qui faisait que j'avais des journées très rythmées où j'avais clairement pas le temps d'aller boire un verre quelque part, c'était vraiment pas compatible. Ça m'a pas non plus du tout manqué, parce que c'est finalement peut-être pas quelque chose qui me tenait plus à cœur que ça, parce que j'étais déjà très heureuse de ce que je faisais. Et puis, l'INSA Lyon, du coup, j'étais quand même dans une section de sportifs de haut niveau qui avaient le même rythme de vie. Et donc, autour de moi, je voyais aussi des gens qui étaient dans la même dynamique, et donc c'était aussi plus agréable. Ouais, c'est clair. Quel était le moment le plus fou pour toi dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une compète? Est-ce que... je sais pas. Oh, c'est une très bonne question. Alors là, je ne saurais pas y je sais répondre. pas. Enfin, il faut réfléchir. Bon, après, Ouais. je l'ai évoqué tout à l'heure, les championnats du Oui. monde à Paris, par exemple, c'était un moment magique qui est quand même aussi lié aux résultats et à l'équipe et Bien au sûr. fait d'être à Paris. Après, les voyages, j'ai plein d'images qui me reviennent. C'est quand même très, très riche et très émouvant. Peut-être le plus rigolo dans tout ça, c'était mon premier PSA. Ça montre un peu l'autonomie que ça demande, parce qu'on est quand même un sport individuel, donc il faut quand même pas mal se débrouiller. Et j'avais à peine 17 ans, je devais avoir entre 16 et 17 ans, et je me déplaçais toute seule à Prague. Et j'avais un anglais qui était quand même très limité, je n'étais pas très confiante. Et je m'étais quand même pas mal perdue dans la ville. Et j'avais vraiment eu du mal à trouver avec les bus et l'hôtel qui était finalement un peu perdu, que j'avais réservé, où j'avais après la chance de retrouver des amies françaises, enfin des joueuses françaises du circuit, qui étaient évidemment aussi des amies, qui m'attendaient à l'hôtel et qui s'inquiétaient un peu. Et il s'avère que même j'avais donc certaines difficultés. Et en plus de ça, j'avais pas débloqué mon téléphone, ce qui fait que j'étais injoignable parce qu'à l'époque, il fallait vraiment activer l'option Europe Ouais. ou je ne sais quoi. Ouais. Et donc ça, c'était des moments un peu périlleux aussi qui me reviennent encore. Et j'en ai eu d'autres après, évidemment, parce que les voyages, c'est pas toujours simple. Mais ça fait aussi partie des souvenirs. Et globalement, avec le recul, c'est quand même des très bons souvenirs. Les petites galères qui font les bons souvenirs. Voilà. T'as gardé contact avec tes amis en équipe de France, etc. ou pas du tout? Vous êtes peut-être perdu de vue? Oui, alors après, on s'est plutôt perdu de vue, mais malgré tout, on a quand même vécu des moments forts. Et avec les réseaux sociaux, finalement, j'ai quand même, juste de par la lecture des réseaux sociaux, déjà finalement un petit peu de nouvelles de leurs évolutions, d'où ils en sont et de ce qu'ils font. Et après, on a tissé des liens forts et finalement, même sans s'être forcément parlé pendant un an peut-être, on peut très clairement repasser des bons moments, s'appeler et l'amitié est toujours là. Et j'en ai aussi revu quand même, hein, donc... par exemple, j'ai passé des très bons moments avec une joueuse Maud Duplon que j'ai revue récemment, que j'ai pu accueillir à la maison, j'en étais ravie. Donc Trop chouette. voilà, on a quand même des liens forts et quand c'est l'occasion clair. se présente, c'est sûr qu'on passera des bons moments. Donc tout à l'heure, on parlait un peu de ce décalage, de ce côté un peu décalé de ta vie. Est-ce que à un moment, tu t'es sentie un peu dans la difficulté et presque dans la dépression ou dans le burn-out et tu t'es demandé si tu n'allais pas tout plaquer, tout arrêter? Ouais, je vois, parce que ça touche pas mal de sportifs, je pense. Et Ouais, c'est non, ça. pour le coup, j'ai pas eu de période comme ça. J'ai eu la chance aussi de pas avoir de période difficile avec des grosses blessures qui durent. D'accord, ouais. Et j'ai arrêté ma carrière juste avant le Covid, donc évidemment, c'était pas prévu, hein, je savais pas que le Covid allait arriver. Mais ça aussi, c'était finalement un bon timing, parce que ça c'était vraiment à quelques mois à peine du début de cette période qui aurait pu être aussi très difficile, je pense, à vivre. Donc du coup, non, j'ai pas eu de période particulièrement difficile, ou alors c'était des petites blessures ponctuelles qui font qu'effectivement, je me souviens m'être blessée aussi en tournoi ou avoir été malade à l'autre bout du monde. Typiquement, je me suis tordu la cheville en Tasmanie, donc au sud de l'Australie, oui. donc on peut pas faire plus loin. C'est clair. Donc là, j'avais quand même passé un bon temps à l'hôpital, j'ai fini avec des béquilles, etc. Donc c'était Super. pas forcément évident. Et donc là, effectivement, si on me demande pendant ces moments-là si j'ai le moral, j'aurais tendance Oui. à dire pas trop. Logique. Mais ça n'a pas duré longtemps et en Ouais. plus, je me suis rétablie vite parce qu'encore une fois, j'ai pas eu de grosses blessures. J'ai eu pas mal d'entorses, mais en fait, avec les bons soins et puis bon, avec l'habitude de savoir exactement quoi faire dès le départ, dès que l'accident arrive, et je récupérais très vite, donc j'étais vraiment pas longtemps hors des terrains. Et je pense que c'est aussi l'avantage quand on est jeune et sportif de haut niveau en général, on a tous les soins à disposition, on fait très attention à son corps et du coup on récupère très vite, et donc j'ai jamais eu de moments très difficiles. Du coup, tu nous disais que tu avais arrêté ta carrière avant le Covid. Ouais. C'était un choix, donc, ou c'était par blessure?
C'était à cause de ta Non, blessure? Non, c'était un choix. Oui, c'était un D'accord. choix. Ouais, la Tasmanie, c'était bien plus tôt. Donc, je ne sais pas en quelle année c'était, mais j'étais encore à l'INSA. Parce que j'allais souvent en Australie l'été, en fait, pendant mes années d'études d'ingé, par exemple, parce qu'on avait quand même une coupure, hein, on n'avait pas de cours, du coup, l'été. Et donc, je faisais beaucoup de tournois l'été pour compenser le fait d'en faire un petit peu moins sur la saison régulière. Ouais. Et vu que les hémisphères nord et sud sont inversés, en fait, je faisais donc beaucoup de tournois en Australie ces années-là, Ok. pour des circuits, en fait, pour quand même avoir pas mal de points sur une période un peu condensée où j'avais pas de contraintes d'études. Et derrière, être un tout petit peu plus allégé, Oui. façon de parler, sur les mois d'études et particulièrement les mois d'examen. Donc non, j'étais pas blessée au moment de m'arrêter, c'était vraiment prévu et c'était vraiment programmé. J'ai arrêté décembre 2019, mais je savais depuis longtemps en fait que j'arrêterais à cette période, je dirais même plusieurs années à l'avance. Mais clairement, 6 mois avant, je le savais déjà et je profitais de ces derniers tournois professionnels pour continuer à performer jusqu'au bout. J'étais d'ailleurs encore en Australie à cette année-là. Et donc, j'ai commencé à travailler chez Airbus en 1er décembre 2019. D'accord. Et donc, c'était tout à fait prévu et pas lié à une blessure ni au Covid qu'on ne connaissait pas à l'époque. C'est ça. Et du coup, tu t'es arrêtée. Tu le regrettes maintenant ou non? Ta vie te convient parfaitement? Ah oui, non, pas du tout. Ouais. J'ai aucun regret. Ok. Alors, à aucun niveau, que ce soit sur les années de squash ou même après sur le choix d'embrayer sur les études, la carrière d'ingé, non, c'est vraiment impeccable. En plus, avec le recul et les années Covid qui sont passées par là, je pense que c'était en plus un très bon timing. Et je commençais à arriver au bout, je sentais que l'énergie, l'envie de performer, de voyager aussi, commençait à me peser. Donc là, c'est le moment où il faut vraiment, de mon point de vue, se poser les questions et si c'est judicieux, arrêter. Et moi, c'était vraiment le parfait timing parce que quand on commence à s'essouffler, en général, ça amène pas forcément plus de performance, ça permet pas forcément d'aller plus haut dans les classements. Et il faut vraiment pas que ça devienne une contrainte, il faut que ça reste un plaisir. Et j'ai réussi à m'arrêter à ce moment-là, où je commençais à sentir que ça tirait un peu, même physiquement. Ouais. Donc je suis pas arrivée au stade sûr. de la blessure, mais je pense que si j'avais voulu poursuivre et pousser plusieurs années, ça aurait pu, parce qu'avec l'âge, parce que j'avais quand même eu... après chaque blessure, même petite, comme des entorses, ça marque un peu. Donc bon, on peut quand même s'affaiblir. Et puis j'avais eu une petite fracture de fatigue, c'était pas méchant. Mais ça, c'est aussi une faiblesse qui peut revenir régulièrement quand on charge trop, justement. C'est comme la fatigue des matériaux, parce que je suis ingénieur matériaux, mais du coup, c'est vraiment ça. C'est l'os qui, à force de faire trop de cycles et donc trop de charge dessus, s'abîme. Et là, on sent qu'il faut alléger un peu. Est-ce qu'on peut vivre d'une carrière de sportif de haut niveau, notamment dans le squash, étant donné que c'est pas beaucoup médiatisé? Est-ce que toi ou les autres ont réussi à en vivre par les sponsors? Alors je sais que certains sportifs de haut niveau, notamment Bastien que j'ai interviewé hier, vit d'un contrat avec l'armée. Je sais que beaucoup de sportifs sont rattachés à l'armée et ont un contrat militaire, donc sont payés et rémunérés comme ça avec des sponsors. Est-ce que ça peut marcher pareil pour le squash ou est-ce que c'est complètement différent? Oui, j'imagine que ça peut marcher. Moi, ça ne m'a pas concernée. Il doit y avoir des contrats de ce type qui existent aussi pour le squash. Peut-être que c'est un peu moins vrai parce qu'on est un peu moins reconnu, au moins à cause de l'aspect olympique. Mais malgré tout, on est reconnu par l'État puisqu'il y a les listes ministérielles qui englobent bien sûr le squash, puisque j'en ai fait partie un grand nombre d'années. Moi, du coup, c'était plus... donc, c'était pas des contrats fixes avec des rémunérations fixes, mais ça me permettait quand même d'en vivre finalement. Alors évidemment, ça dépend de quelle année on parle. Dans mes toutes premières années jeunes, pas tant que ça, mais ça couvrait déjà pas mal de frais. Rapidement, ça a couvert tous les frais, ce qui était quand même très important pour mes parents parce qu'ils n'avaient pas non plus la possibilité de couvrir tout ça. Donc très très rapidement, ça s'est équilibré. Alors au début, quand j'étais jeune, c'était plus les subventions, les aides du club. Et bon, les frais étaient quand même très limités. On faisait quand même tout, bien sûr, à l'économie. Et puis, on n'allait pas trop loin et le nombre de tournois n'était pas comparable aux dernières années. Mais après, en plus des subventions, que ce soit des régions, du département, de la fédération et les aides du club, c'est rajouté effectivement les sponsors relativement tôt. Donc au début, c'était plutôt des sponsors matériels, donc qui ne ramenaient pas forcément d'argent, mais déjà qui limitaient beaucoup de dépenses. J'avais vraiment rien à acheter dès les premières années. Et après, j'ai quand même réussi à avoir, avant d'être majeure, si je me souviens bien, des sponsors également financiers et des mécènes.
Donc ça a pu démarrer très tôt et ça m'a beaucoup aidée. Et en plus de ça, les primes de tournoi, dès qu'on passe sur la PSA, donc que j'ai pu commencer à 17 ans, ça permet déjà d'avoir des primes qui aident aussi à financer la saison. Donc ouais, entre les subventions, les sponsors, les primes et éventuellement une activité supplémentaire qu'un joueur pourrait faire. Bon, moi, pendant mes années d'études, évidemment, j'en ai pas fait. Le temps, évidemment, me manquait. Mais sur les 2 dernières années, j'en ai profité aussi pour créer une micro-entreprise et coacher. Et c'était un vrai plaisir de transmettre aussi. Et du coup, ça permettait aussi d'être plus à l'aise financièrement. Donc globalement, j'arrivais à en vivre modestement. Et je pense que ça dépend vraiment de chaque joueur, bon, de chaque sport évidemment, Oui, bien sûr. mais aussi de chaque joueur, effectivement, s'il a un contrat ou pas, et comment il est soutenu par ses sponsors, ses mécènes, et quel est son niveau, parce que les primes dépendent pas mal des résultats. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais. Là, je vois donc il y a pas mal de polémiques autour de Paris 2024, notamment sur des sportifs de haut niveau qui n'arrivent pas à rémunérer leur carrière et qui ne peuvent pas aller au JO à cause de ça, par manque de financement. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore des axes d'amélioration, des points d'amélioration au niveau de la France sur ce sujet-là, puisqu'on dit souvent que la France n'est pas une terre de sport. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau? Alors, après, moi, je le vois avec mon regard, hein, mais je pense qu'effectivement, il y a des axes d'amélioration, qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est un petit peu chacun se débrouille. C'est pour ça que c'est très risqué d'une part, parce que c'est rare d'avoir des contrats fixes, et même s'il y en a, c'est peut-être modeste. Et en plus de ça, c'est très élitiste, donc ça concerne très peu de personnes. Typiquement, ça peut concerner peut-être quelques personnes dans le squash, mais j'en ai pas particulièrement entendu parler, et je suis sûre que ça couvre pas l'ensemble, ne serait-ce que des élites qui forment les équipes de France. Ouais. Déjà, ça ne me concernait pas. Donc ça, c'est une des aides proposées, mais ça pourrait être intéressant de l'étendre pour couvrir un peu plus de monde. Il faut aussi voir que plus on est élitiste, plus on a des risques de ne pas performer sur les grands événements comme les JO, parce que si on a finalement que dans chaque sport 1 ou 2 têtes d'affiche, que l'État aide beaucoup, mais que derrière, des gens talentueux qui sont quand même très bons ne sont pas aidés ou galèrent, du coup, on n'a pas forcément de quoi avoir la masse suffisante pour performer. Et puis en plus, la blessure arrive à tous. Donc s'il manque le numéro 1 ou 2 français, il faut que derrière, on ait quand même un peu plus de monde soutenu. Donc je pense que d'un point de vue masse, il pourrait y avoir des améliorations. Et peut-être aussi sortir un peu d'un statut précaire, qui est peut-être même un statut qui n'existe pas vraiment, parce que finalement, est-ce qu'on cotise vraiment comme quelqu'un de salarié, par exemple, pour avoir des droits? C'est pas évident. Donc il n'y a pas beaucoup de protection en fait, et c'est effectivement assez précaire pour les sportifs. Et en plus, je pense que ça dépend beaucoup des sports, mais il faut commencer peut-être par aider les sports qui, comme le squash, sont peu médiatisés et qui, du coup, donnent des conditions de vie précaires aux athlètes qui peuvent se retrouver du jour au lendemain à la rue s'ils sont blessés, par exemple. Ouais. Donc je ne pense pas forcément aux sports qui prennent beaucoup d'argent, qu'on voit beaucoup à la télé, mais à tous les autres sports. Et c'est ces sports-là qui ramènent aussi des médailles au JO. C'est clair. Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu avais entraîné des jeunes. Donc là, tu pourrais carrément devenir coach professionnel pour entraîner être à la tête d'une équipe de France. Ouais. Alors sur le principe, oui, et ça serait sûrement une super expérience. Après, vu que je suis déjà très prise par ailleurs, c'est pas forcément un souhait, parce que j'ai déjà là, même aujourd'hui, un emploi du temps quand même assez chargé et un métier, donc je cherche pas à cumuler plusieurs métiers. Mais transmettre occasionnellement avec le temps qui me reste de disponible, c'est sûr que c'est toujours un plaisir. Et j'ai eu la chance, effectivement, pendant notamment ces 2 années où j'avais pas mal de temps, de voir pas mal de monde, de coacher pas mal de monde. Bon, pas que des jeunes, aussi des personnes plus loisirs qui souhaitaient s'améliorer, mais c'est aussi très sympa. Et de transmettre un peu son expérience, c'est chouette. Et donc si ponctuellement je suis amenée à le refaire, ce sera avec plaisir, mais pas pour en faire un métier à plein temps, parce que je suis déjà bien occupée et je me plais aussi beaucoup dans le métier que je fais aujourd'hui. Tu viens de me dire que tu n'entraînais pas que des jeunes. À quel âge tu penses qu'on peut s'arrêter pour le squash? Alors ça dépend du niveau qu'on vise. Je pense que la carrière de sportif de haut niveau, malheureusement, je dirais, s'arrête relativement tôt. Ouais. Parce qu'après, il y a juste des limites physiques qui font que c'est quand même compliqué d'aller performer et de chercher à monter toujours plus haut dans le classement mondial. Parce qu'en plus, le niveau mondial ne fait que d'augmenter. Donc c'est quand même vraiment pas facile de continuer de monter son classement. C'est-à-dire que son niveau doit significativement augmenter, puisqu'il y a toujours plus de monde. Donc je pense que c'est bien de s'arrêter à temps, comme je disais tout à l'heure.
Et bah, la moyenne, je dirais, en Europe, peut-être que c'est une fin de carrière autour de 30, voire 35 ans, ce qui est quand même déjà une belle carrière. C'est clair. Ça dépend de chacun, peut-être des blessures. Mais dans certains pays, c'est plus jeune, hein, comme en Égypte, de par la culture, etc. Ils ont tendance à s'arrêter un peu plus tôt. Ça reste quand même, de toute façon, une carrière courte. Bien Et sûr. donc, c'est bien d'avoir de quoi continuer derrière sur un autre métier qui nous plaît pour toutes ces années d'après. Et, et pour les sports loisirs, enfin pour le squash loisir, par contre, je vois pas de limite, hein. Pour Oui. moi, le squash n'est pas un sport dangereux. Oui, bien sûr. Et fait avec des bonnes pratiques, on peut y jouer jusqu'à un âge avancé, en se faisant tout à fait plaisir. Et puis bien sûr, je continue moi un loisir et je joue en fait quasiment tous les jours. Ouais, voilà, bah, tu vois, j'allais te demander comment le sport il a influencé ta vie, comment il a influencé certains aspects de ta vie jusqu'à maintenant. Donc, tu continues de pratiquer du squash. Et dans ta rigueur, dans ta mentalité, comment le sport t'a influencé sur ce point-là? Qu'est-ce que le sport Ouais. t'a apporté sur ton caractère, sur ta mentale? Alors ouais, c'est intéressant. Je pense que ça apporte beaucoup de choses. Et après, ce qui est bien, et ça se fait au travers de la préparation mentale, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais en fait, j'étais plus qu'encadrée par juste de la prépa physique, hein. J'ai eu effectivement accès assez tôt et pendant pas mal d'années, en plus de la prépa technique et physique, à des préparations en nutrition, en mental, et tout le suivi, bien sûr, ostéopathie, kiné, etc. Tout ça étant couvert, donc ça aussi, ça a limité. Enfin, j'avais pas de cours particuliers, etc. Donc j'avais quand même la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi pour performer et apprendre aussi sur le plan mental. Et donc c'est intéressant de switcher d'état d'esprit et de vraiment scinder les activités et les exigences qu'on s'apporte à soi-même. Du coup, ça permet le sport de haut niveau d'apprendre ça. Ça sert dans le métier plus tard, hein, même dans le métier d'ingénieur aujourd'hui. Donc il y a une grosse exigence à avoir, une certaine abnégation, rigueur, planning, etc. à avoir pendant toutes ces années d'entraînement. Ce qui est valable aussi dans les études, donc ça c'est pratique, il n'y a pas besoin de trop changer d'état d'esprit. Et maintenant par contre quand je joue un loisir, là c'est du pur loisir, je suis vraiment pas dans la même exigence, ouais. c'est absolument pas presque la même personne, hein. Ouais. C'est un autre état d'esprit, c'est du pur loisir, aucune recherche de performance et d'amélioration, heureusement parce que je régresse à vue d'œil, ça il n'y a pas de doute, justement parce que je fais pas non plus les efforts pour me maintenir à niveau, mais c'est normal parce que c'est plus un objectif, je fais volontairement pas de compétition, enfin plus de compétition, et je le vis très bien et j'adore le fait de continuer à jouer en loisir à un niveau qui est correct et de profiter du groupe d'entraînement, de boire un petit coup après et de faire ça en loisir pour bouger aussi en fin de journée après avoir été statique quand même dans les bureaux toute la journée. Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'inspirent particulièrement ou qui t'ont inspiré à un moment donné de ta vie et qui t'ont permis de te donner un peu plus pour ce sport ou pas particulièrement? Ouais, non, c'est intéressant. Après, j'ai pas forcément j'ai pas toujours des attirances folles pour des célébrités ou autres, donc c'est pas forcément le moteur principal chez moi, mais par contre, j'ai quand même évidemment pas mal de respect et j'ai été beaucoup inspirée par pas mal de joueurs, joueuses de squash notamment, mais même peut-être dans d'autres sports. Par exemple, Thierry Lincou, qui a été le premier Français à être champion du monde en 2004, si je ne me trompe pas. Donc c'était quand même avant que moi j'arrive sur le circuit pro international, mais c'est souvent assez, quand on est jeune, qu'on a des étoiles dans les yeux et qu'on est très inspiré par ces grands athlètes. Et donc il m'a beaucoup inspiré, mais aussi parce que la démarche d'entraînement qu'il avait, très scientifique, collait bien avec ma vision des choses. D'où vient cet aspect scientifique? C'était venu comme ça, t'étais pas... Qu'est-ce qui a fait que tu étais intéressée par la science, par l'ingénierie, tout ça? Qu'est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'en a parlé et tu t'es fait waouh? Ou alors c'était inné, c'était en toi? Non, c'était assez naturel. Je pense que finalement c'est un trait de caractère. Après, je pense que la plupart même des ingénieurs, sans être sportifs de haut niveau, sans forcément à 6 ans dire je vais être ingénieur dans tel secteur, en général, ils ont déjà... c'est un profil en fait qui doit être assez compatible d'ailleurs avec le sport peut-être de haut niveau, puisque c'est l'envie de comprendre forcément, mais aussi l'envie de passer du temps, de creuser un peu. Et puis ça nécessite une certaine rigueur, une certaine logique. Et en fait, je pense qu'on peut même le voir au travers juste des études. J'aimais bien effectivement... j'aimais les études en général. Donc déjà, c'est plutôt
plutôt bon signe. Ouais, parce que vu que c'est des études qui durent un peu après, Ouais, un peu c'est exigeantes, c'est pas plus mal d'aimer les études. Oui. Et après, j'aimais toutes les matières, mais effectivement, je me débrouillais bien en sciences et je pense que la logique était assez facile pour moi. Et c'était bien parce que ça me demandait pas forcément trop d'efforts. Donc ça me permettait en fait de faire d'apprendre des cours ou de faire des devoirs, entre guillemets, assez rapidement. Donc pour le gain de temps, c'était pratique aussi. Donc s'orienter du coup dans des études qui sont un peu plus simples et qui ne demandent pas trop de travail, c'est un avantage aussi. Alors simple pour toi. Pour moi. Disons que voilà, c'était faisable de faire les deux en même temps. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes athlètes qui voudraient un jour devenir squatcheur professionnel? Aller au bout de vos rêves, ça c'est clair. Il faut y aller parce que de toute façon, il n'y a qu'en essayant et en allant au bout des choses et en mettant toutes les chances de se compter qu'on y arrive. Et après, chaque performance est une victoire. Donc tout le monde ne va pas arriver à la place de numéro 1 mondial, mais malgré tout, atteindre le top 50 ou le top 100 mondial, déjà c'est génial. Donc il faut y aller. Et après, ce que je recommanderais aussi, c'est aussi de garder un peu les pieds sur terre et de prévoir un peu le futur pendant ces années de performance et d'entraînement de haut niveau pour avoir une reconversion agréable parce que le sport de haut niveau, ça dure un temps. Alors, dernière question, si tu devais dédicacer ta carrière à quelqu'un, à qui ce serait? Intéressant. Alors là, je peux dire plusieurs personnes. Hein. Oui. Je dirais à une personne qui est à l'origine de toute cette histoire au final, et c'est Jean-Charles Gontero, donc le président du Squash Club de Bourges pendant de très très nombreuses années, un mordu de squash, un bénévole incroyable qui bien sûr compte pas ses heures pendant toutes ces années et qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a suivi pendant toutes les années, même quand j'étais plus à Bourges, et on a toujours une relation étroite et vraiment je le remercie du fond du cœur et je lui dédicace ma carrière. C'est très beau. Merci beaucoup Chloé de m'avoir accordé cette interview et puis avec grand plaisir. On te souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous étiez sur Hors Norme, merci beaucoup d'avoir écouté. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Insta et TikTok sur Hors Norme Podcast pour découvrir les prochains épisodes. Mais je me rends également sur les Jeux Olympiques ce week-end et je vous prépare quelque chose. À bientôt. Depuis déjà hier, et bien voilà, ça y est, c'est fait. Allez mon grand, allez mon grand. Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et démarre, oh là là, chute. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible.